Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, donc le nouveau format que je vais essayer de lancer et vous le proposer le plus régulièrement possible, de préférence une fois par semaine, où je ferai un retour en fait sur ce qui s'est passé dans la semaine précédente et un peu ce qu'on peut attendre, notamment au niveau des annonces économiques et peut-être des gros niveaux, bon spécifiquement sur le Nasdaq et les marchés US pour la semaine d'après. J'en profite pour revenir rapidement sur deux commentaires que j'avais eus la semaine dernière. Donc le premier en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas assez clair dans tout ce qui était utilisation des moyens d'information dans le cadre du trading. Donc je disais dans la vidéo sur la manipulation des marchés que pour préparer ma journée, j'utilisais des médias mainstream, médias poubelles pour les informations courantes de type factuel, mais que je ne tenais pas compte de toutes leurs interprétations. Et là, en l'occurrence, j'ai eu un retour où la personne ne comprenait pas pourquoi je disais d'un côté, tu dis que ces médias sont manipulés, mais tu les utilises. Donc, je vais essayer de développer très rapidement. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, le porte-conteneur il y a quelques mois, ou l'année dernière, je sais plus, qui s'est mis en travers du canal de Suez, trafic mondial bloqué par ce canal, et du coup, ça s'en est ressenti sur la bourse. C'était sur tous les médias. Ça, c'est l'information factuelle. On peut, sans avoir une intelligence supérieure, se dire les marchés risquent de réagir, surtout si on ne connaît pas les délais de déblocage de ce bateau. Ensuite, lorsque les médias vont aller dans l'interprétation du style c'est un pangolin qui était ivre aux commandes, ou alors c'est une action qui était commanditée par une mouvance de pangolins de je ne sais quel pays, etc. Là, voilà, là c'est la partie dont je ne tiens pas du tout compte. C'est simplement le factuel. Deuxième exemple, en 1986, de mémoire, Tchernobyl. Dans tous les médias, on a une information factuelle. Il y a eu une explosion avec dégagement de matières radioactives et un incident majeur nucléaire dans une centrale en Ukraine. Ok, ça c'est l'information majeure. Médias mainstream. Deuxième, deuxième lecture du média mainstream, le nuage de Tchernobyl, donc pour les médias français, va s'arrêter à la frontière. Vous voyez la différence entre les deux infos. D'un côté, on a quelque chose de factuel, et d'un autre côté, on a plus quelque chose qui relève un peu de la manipulation, et peut-être on nous prend un peu pour des cons. Donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Ensuite, une question que j'avais eue sur les points pivots, la vidéo qui est sortie là, donc vendredi dernier. Ça disait, donc en gros, oui, les points pivots sur CFD, on peut pas en tenir compte. Bah oui, on peut difficilement en tenir compte. Ils n'ont pas la même valeur que sur Futur. Sachant que les courtiers CFD en fait répliquent le cours officiel qui est le cours futur et que eux ils ajoutent une cotation qui leur est propre, on se retrouve avec des plus hauts et des plus bas et une grille de cotation par exemple du Nasdaq, du Dow Jones ou du DAX qui est tout à fait différente. Donc forcément, ce calcul va donner des niveaux de points pivots journaliers, hebdomadaires, mensuels qui vont pas être au bon niveau, enfin au bon niveau, au niveau sur lequel vous l'espérez. Et moi, j'ai pendant plus d'un an, un an et demi, je crois, tradé sur CFD, je me suis rendu compte que c'était pas exploitable, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais ni les utiliser pour prendre avec précision des rebonds, et je ne pouvais ni les utiliser comme zone de danger, car en fait c'était une zone plus ou moins importante, et je pouvais jamais savoir. La seule chose que j'ai fait sur la fin, mais ça m'a vite gonflé, c'était de me procurer des graphiques futurs. Mais même malgré tout, je me rendais compte qu'il y avait, en fonction des périodes, il y avait 50, 80, 100 points d'écart dans la graduation.
Donc bon, forcément, même le niveau rond, même si vous êtes même si le prix descend sur les 13 000, donc chiffre rond, un niveau psychologique et technique sur le Nasdaq, eh ben, quelle est la pertinence sur CFD? C'est ça le problème. Donc en fait, voilà, c'est pour cette raison que j'ai décroché totalement et définitivement des CFD pour ça. Ah, ici, je vous propose un graphique sur le Nasdaq en 6 heures. Donc chaque bougie représente 6 heures. Là, ici, nous avons la fin de l'année 2022, début 2023. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a dans les grosses unités de temps 1, 2, 3, 4 contacts et un rebond. On part ensuite dans un canal haussier. La loi de dos est en place et puis on est parti vers de nouvelles aventures à la hausse. Jusqu'à quand, c'est difficile à dire. En tout cas, même si vous faites du scalping, il est bon de savoir un petit peu où on en est dans les grandes unités de temps. Parce qu'au fur et à mesure, avec de l'expérience, vous allez voir que vous allez commencer à vous autoriser des trades ou des scalps qui vont durer beaucoup plus longtemps. Vous allez avoir une lecture qui va être beaucoup plus fine et sereine du marché. Donc c'est pour cette raison que régulièrement, je vais sur les grosses unités de temps pour me faire un petit peu une idée de tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'arriver là, et ces droites de tendance, elles permettent de voir par exemple une accélération, comme ici, cette droite-là a fait rebondir le prix, on n'est jamais retourné sur celle-là, mais on a comment dire, on a réagi sur comment dire, on a réagi sur cette droite de tendance que j'ai tracée, et donc ça signifie qu'on a une accélération. Vous voyez, entre cette droite-là et celle-là, on a vraiment une accélération du marché, et le marché, on va le voir tout à l'heure, il a bien réagi sur cette nouvelle droite. Encore une fois, jusqu'à quand? J'en sais rien. Donc moi là, ce qui va m'intéresser, ce qui m'intéressait, c'est plutôt cette partie-là, donc de début avril. Et début avril, je me suis rendu compte qu'on était dans une sorte de range. Alors il est pas très propre, hein, entre guillemets. Donc là, je suis passé sur du 1 heure. Mais malgré tout, bon, on peut voir que on a une droite de tendance ici qui sert d'appui, puis des zones fonctionnent. Donc là, par exemple, on a un combo. Et vous rajoutez à ça des points pivots type mensuel, hebdo, comme ici de mémoire, c'était le point pivot mensuel qui n'avait pas été tapé depuis un moment, ou est-ce que c'était ici? Je m'en souviens plus. En tout cas, c'est des zones combo qui ont fait que c'est pas que je me suis mis à faire du day trading, mais je suis rentré dans des trades que j'ai laissé tourner quelquefois pendant plusieurs heures. Donc ça, c'était ma progression, mon évolution personnelle là-dessus. Donc là, lorsqu'on voit un petit peu ce genre de choses et qu'on capte qu'on est bien dans un range, tracer ce range, et vous faites pas avoir à vendre sur le bas du range et acheter sur le haut d'un range, sauf si on a un breakout, etc., etc. Dans cette partie-là, je me suis dit, tiens, on a une sorte d'épaule tête épaule, puis bon, finalement, ça s'est pas bien déroulé. Mais ce qui m'a vraiment permis, surtout hier, parce qu'hier on a une journée quand même, donc hier vendredi 5 mai, on a eu une journée assez exceptionnelle, à savoir que on a donc le prix qui, en pré-market de mémoire, est venu taper la base de la droite de tendance, donc celle qu'on a vue tout à l'heure, où le prix avait accéléré. Donc ici, ça avait été entre guillemets invalidé. Je l'ai volontairement laissé, c'est une habitude que j'ai de laisser des droites de tendance sur le prix, parce que
elles ont tendance quand même à réagir même un peu plus tard, lorsqu'elles commencent à devenir vraiment grouillères et qu'elles ne fonctionnent plus du tout. Là, je la supprime et je retravaille un peu mes tracés. Donc là, on voit que on a fait un plus bas, mais pile poil hein, sur la droite de tendance, et on a pris donc plus de 2 points. Hein, on a pris 273 points entre le plus bas et le plus haut. Et là, franchement, c'était super top. C'était vraiment vraiment puissant. Il y avait qu'une seule direction et ceux qui ont essayé de vendre, bon bah ils ont eu des problèmes. J'ai juste pris des petits scalps en contre-tendance ici parce on avait une sorte de zone là. Il y a eu un avant, il y a pas eu tout de suite un breakout, puis il y avait le point pivot journalier, donc j'ai bidouillé un petit peu, mais sinon le sens prioritaire c'était bien entendu les achats. Bien évidemment, on a aussi eu la semaine dernière les annonces des taux de la Fed et ensuite de la BCE. Bon, il n'y a pas eu une énorme agitation et on peut voir que la hausse des taux était déjà pricée, donc voilà, c'était pas, il n'y avait pas de surprise. En tout cas, le marché semble pas avoir réagi en mode surprise. Alors pour le calendrier éco de la semaine donc du 8 mai, lundi, je retiens pas grand-chose, rien de spécial. Le mardi 9, en revanche, on a à 18h05 le discours de Williams, donc membre du FOMC. Bon, lui, je le connais pas trop, j'ai pas fait de stats sur la réaction du cours lors de ses allocutions, mais bon, à 18h05, si je suis encore en train de trader, j'aurais indiqué que il y a le début du discours et généralement je fais attention à chaque discours, car il suffit que le mec il dise quelque chose ou il se plante ou quoi, et puis le marché est susceptible de faire des petits mouvements brusques. Donc voilà, à chaque fois pendant les discours FOMC, je reste très prudent. Ensuite, mercredi, ça devient un peu plus intéressant. On a pour l'Europe, donc en Allemagne, l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC Allemagne, à 8 heures, donc ça correspond pile au pré-market Europe. À 14h30, on a ensuite l'indice des prix à la consommation US. À 14h30, donc également, ça correspond au pré-market. Et là, ils vont annoncer quatre indicateurs différents de l'IPC. Donc, bien souvent, ça bouge, et ça tombe bien parce que pendant le pré-market, moi, je fais rien du tout, j'attends de voir. Ensuite, à 16h30, on a les stocks de pétrole brut. Bon, là, c'est au niveau des mouvements sur les indices, des fois ça bouge, des fois ça bouge pas, mais je reste prudent, mais pour moi, en tout cas, c'est pas très significatif. Jeudi 11 mai à 14h30, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA. Là, par contre, régulièrement, il y a du mouvement lors des annonces chômage. Donc 14h30 au pré-market et aussi à la même heure les prix à la production mensuelle du mois d'avril. Donc voilà, 14h30 pré-market plus le chômage, il y a régulièrement des mouvements. Donc c'est bien évidemment quelque chose que je vais éviter. Ensuite, le vendredi, bon, le vendredi de base, c'est pas la meilleure journée pour trader, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Mais j'ai pas grand chose. Voilà, bon, il y a les positions nettes spéculatives qui sont publiées comme à chaque fois. Mais voilà, donc vous pouvez le retrouver sur le site internet du CFTC. Et pour rappel, pour mémoire, ces positions nettes spéculatives sont publiées avec une semaine de retard, donc éventuellement pour les swing traders, ça peut être intéressant de se plonger là-dedans, mais ensuite pour le day trading et pour le quoi qu'un peu pour le day trading, mais pour le scalping, ça n'a, en tout cas pour moi, aucun intérêt.
Bon, bah voilà pour les petites actus de la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, podcast ou ce que vous voulez, où on ira de plus en plus loin dans tout ce qui est psychologie.